Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. À un an des élections européennes, comment intéresser un peu tout le monde et les électeurs spécialement évidemment au débat européen. Nous avons eu plusieurs élections en Europe au cours des derniers mois qui montrent que cette question est assez urgente finalement et qu'elle va se poser forcément à tous les groupes, à tous les politiques, à tous les candidats, à tous les députés aussi et spécialement à gauche. Je vous propose d'en parler. Michel Rivasi, vous êtes député européen Vert, Alliance Libre Europe. Virginie Rosière, bonjour à vous tous et toutes. Virginie Rosière, vous êtes députée socialiste et démocrate. Et Patrick Le Yarrick, vous êtes député gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors, bon, on va peut-être pas se faire mal, mais on va quand même rappeler quelques constats rapidement, si vous le voulez bien, sur les élections des derniers mois en Europe, qui ne sont pas les élections européennes, mais enfin, en tous les cas, on en reparlera tout à l'heure, où l'Europe a tout de même eu sa place dans les débats électoraux. Allemagne, c'était en septembre, c'était il y a 6 mois. Apparition donc d'un groupe quand même europhobe pour la première fois, qui entre pour la première fois au Bundestag. L'Autriche, même chose, droite et extrême droite dans une campagne qui est marquée beaucoup par nous dit-on, par le rejet de l'immigration. Tchéquie, c'était en octobre pareil, mais octobre 2017, donc il y a quelques mois également. Un parti conservateur, pas très pro-européen. Slovénie, il n'y a pas longtemps, parti de droite en tête dans une élection dont l'enjeu a porté essentiellement aussi sur la crise migratoire. On ne va pas parler du Brexit, mais tout de même. Et puis l'Italie en mars, avec la victoire tout de même de 5 étoiles et de la Ligue, ex-Ligue du Nord, qui sont des partis eurosceptiques, voire xénophobes. D'extrême droite, l'un des faits d'armes les plus immédiats, les plus récent qui est dans l'actualité, c'est la décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, d'interdire les ports italiens à ce navire, l'Aquarius, humanitaire chargé de 629 migrants. J'allais dire parlons peut-être de l'Italie tout simplement. Comment est-ce que vous analysez, en gros, sans rentrer dans le détail bien sûr de ces différents votes, mais ils font tout de même relativement groupe, j'allais dire, ils sont récents. C'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, les résultats sur lesquels on peut s'appuyer pour tenter de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'électorat européen. Comment est-ce que vous analysez un peu ces résultats, peut-être aussi spécialement par rapport au dernier qui concerne l'Italie, Michel Rivasi? Eh bien moi, je vais peut-être vous surprendre, mais les élections italiennes, pour moi, c'est une conséquence d'une non-politique européenne sur les migrants. Parce qu'on a laissé l'Italie toute seule, avec la Grèce, un peu l'Espagne, en disant, les premiers arrivants resteront en Italie, les Dublinés, c'est là où ils vont demander l'asile. Et il y a eu plus de 700 000 migrants en Italie, avec une population qui voyait tous ces gens partout. Moi, je suis allée visiter, j'étais à Lampedusa, donc j'ai bien vu les problèmes qui se posaient. Il y a les hotspots, il y avait ces camps de réfugiés. Eh bien, les gens, ils ont voté, justement, ne nous laissons pas tout seuls, partageons. Et vous voyez que l'Europe n'a pas partagé, parce que les États n'ont pas voulu jouer la solidarité, accepter des quotas. Mais pour moi, c'est une des conséquences. Ce n'est pas le rejet de l'Europe, c'est le rejet de la politique européenne sur les migrants. Ça, c'est une conséquence. Par contre, le mouvement 5 étoiles, il travaille avec nous au Parlement européen. C'est des gens, des fois, qui ont des positions très écolos, qui votent avec les écologistes. Mais sur les migrants, ça a été quelque chose qui a été terrible, parce qu'on les a laissés quand même tout seuls. Et une conséquence, c'est que ils se disent, les gens qui veulent trouver des solutions, c'est eux. Sauf que c'est l'extrême droite pour Salvini, et que ça, c'est catastrophique, parce que c'est pas que si c'était que le problème des migrants en disant, on va vous provoquer pour pas accepter, par exemple, ce bateau qui transporte plus de 600 de réfugiés, mais c'est un parti xénophobe. Et on sait que l'Italie, quand on regarde le foot, ils ont eu des positions très racistes. Et ça conforte là-dedans. C'est ça qui est dangereux. Pour moi, c'est on va reparler de cette question parce que malgré tout se pose la question, on va en reparler tout à l'heure un peu plus en détail, de la raison pour laquelle dans toutes les élections, pratiquement dans toutes celles dont on est en train de parler, les plus récentes qui étaient des élections législatives, qui ne mettaient pas directement l'Europe en cause, encore qu'il est toujours question de l'Europe, finalement cette question des migrants arrive en tête, j'allais dire, des préoccupations. La campagne s'impose sur des thèmes comme cela. Je vous propose d'en parler tout à l'heure. Virginie Rosière, votre réaction
réaction un petit peu par rapport à ça. Ces derniers résultats des élections en Europe qui doivent quand même nous interpeller, compte tenu du fait que les élections européennes ont lieu bientôt. En fait, je pense que on voit se dégager effectivement une réaction xénophobe, raciste dans plusieurs scrutins, malheureusement, en Autriche, en Italie au travers du résultat de la Ligue. Mais je pense qu'il faut voir que tout ça est aussi combiné à une période de crise économique et d'austérité dans laquelle on a fortement réduit les services publics, les mécanismes de solidarité dans les différents pays européens, et où on a difficilement, en tout cas on n'a pas suffisamment remis en place de la solidarité européenne. Donc vous avez des citoyens qui se retrouvent fragilisés dans ce qui les sécurise dans leur quotidien et qui en même temps voient que les gouvernements se retrouvent en face de populations nouvellement arrivées qui sont facilement désignées comme les responsables, les boucs émissaires. On sait que c'est des ressorts qui marchent très bien. C'est des ressorts qui ont été massivement utilisés au moment du Brexit aussi. Mais en fait ça permet de détourner l'attention aussi des vraies causes et du coup ça quelque part précipite la disqualification ou le discrédit des mouvements politiques qui étaient en place. Et on a à la fois une volonté de protection qui peut être facilement détournée dans un rejet des migrants et en même temps une volonté de rompre avec des politiques qui n'ont pas amené justement suffisamment de sécurisation, suffisamment de solidarité et qui en plus étaient vécues comme un déclassement et un accroissement des inégalités et du coup une volonté de rompre avec les anciens mouvements politiques. Donc sur les prochaines élections, la difficulté, ça va être d'arriver à faire vivre les enjeux européens en montrant que les problèmes existent peut-être parce que l'Union européenne tarde à trouver les solutions, comme sur la question de l'accueil des migrants, mais que la solution viendra aussi par l'Europe. On va y revenir bien sûr. Patrick Le Yarrick, votre évaluation de cette situation des dernières élections en Europe, est-ce qu'il y a un repli nationaliste, disons-le clairement? Comment vous voyez les choses exactement? Il y a sûrement une demande de respect par les peuples de leurs choix, de leurs aspirations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui se passe est le révélateur d'une crise assez profonde, c'est-à-dire, d'une part, quand les peuples ont été consultés, jamais ça n'a été respecté. Secondement, avec la crise financière de 2008, ce qui a été imposé partout, ça a été des politiques d'austérité parfois très violentes, notamment dans les pays du Sud. En Italie notamment, parce que quand M. Berlusconi a refusé un petit peu un certain nombre d'injonctions venues de la Commission européenne, il s'est fait débarquer. Quand l'Italie a voulu mettre en place sous M. Renzi un plan qu'on a appelé notre Maelstrom, ils ont été rembarrés. On leur a dit à la place, vous aurez le développement de Frontex, c'est-à-dire on n'a même pas respecté là, pour le coup, le gouvernement. Donc ces choix-là, ajoutés au fait que l'Italie, la Grèce, Malte, un petit peu l'Espagne, ont porté le fardeau de l'entrée. Non seulement ils portent le fardeau total de l'entrée des exilés, mais en plus de ça, quand un pays ne veut pas de ces exilés, on les ramène au pays en question, alors qu'en France, alors qu'on se réclame de beaucoup de belles valeurs, on a accueilli très peu de réfugiés, très peu d'exilés. Et donc tout ceci a concentré une multitude de problèmes et de rejets. L'Italie n'est pas un pays qui traditionnellement refusait la construction européenne. C'était le pays qui y aspirait le plus. Donc c'est le révélateur d'une multitude de crises comme ça qui s'enchevêtrent, qui s'entremêlent, et surtout un manque de vision des dirigeants européens. Les dirigeants européens, ce sont quand même ceux qui pourraient le plus et le mieux, d'une part, faire de la pédagogie et d'autre part, anticiper l'entrelacement des crises dans lesquelles nous sommes. Et ils ne le font pas. Alors, Michel Rivasi, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez envie d'inverser la tendance, tout simplement? Oui, est-ce que vous avez envie de faire qu'on passe à autre chose que cette situation un peu défensive, un peu négative, sur laquelle vous trouvez, notamment élu de gauche, dans cette situation, face effectivement à ce qui semble être quand même à l'heure actuelle une tendance en Europe à chaque fois qu'il y a des élections. Comment faire pour renverser la tendance, sachant qu'on entend bien ce que vous dites les uns les autres, mais pour l'instant, il semblerait que les électeurs ne l'entendent pas plus que ça. Mais ils ne l'entendent pas parce qu'ils se sentent méprisés.
Quand vous voyez que l'Europe proposait une prospérité pour tout le monde, vous voyez, une protection sociale, sanitaire, sur le glyphosate, la commission, pesticides, là on en parle beaucoup, ils pensaient que l'Europe serait l'avenir. Et là, ils ne voient que les aspects négatifs. Pourquoi ? Parce qu'on a joué le libéralisme à tout prix. Et ça, si vous voulez, moi je suis très pro-européenne puisqu'on voit que la migration, c'est qu'au niveau de l'Europe qu'on pourra le résoudre. Quand on voit la protection sanitaire, c'est qu'au niveau de l'Europe qu'on pourra le résoudre. On le voit bien sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, etc. Donc, nous, il faut qu'on ait une démarche pro-européenne, mais en remettant en question ce libéralisme forcené, cette mondialisation qui ne va qu'augmenter la compétitivité, mais la compétitivité, ça profite à qui ? C'est toujours le moins-disant, c'est-à-dire qu'il faut diminuer les salaires, c'est-à-dire que les conditions de travail vont se dégrader, etc. Vous voyez, pour qu'il y ait plus de rentabilité, mais pour une minorité. Et ça, c'est un peu l'optique Macron. Macron, lui, c'est déréglementation. Il faut déréglementer. On est pour, il dit, une Europe de protection, mais une protection pour les lobbies, oui, ça c'est vrai, une protection pour les lobbies, pour une minorité. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui disent « Ah non, mais cette Europe-là, on n'en veut pas, etc. » Et on tombe dans le populisme et le nationalisme. Donc nous, c'est la troisième voie. C'est le résultat le plus visible pour l'instant, hein, c'est parce que les gens, vous savez, quand ils sont méprisés par une élite, ils se disent « Comment essayer de faire entendre notre voix ?» On essaie de la faire entendre par des extrêmes. Et ça, en Italie, c'est exactement ça, parce que historiquement, l'Italie était très pro-européenne. Puis quand on voit la situation des gens, leur retraite diminue, c'est très difficile pour les jeunes d'avoir un boulot. Vous voyez bien que les entreprises, elles délocalisent, vous voyez, pour diminuer. On l'a vu aussi sur les travailleurs détachés. Donc, les gens se disent, mais c'est pas ça notre avenir pour le futur. Mais nous, en tant qu'écologistes, moi, j'y crois énormément, l'Europe. Je vois bien tous les sujets. Il faut une harmonisation sur le plan européen, mais par le haut. Et donc, il faut réenchanter l'Europe. Mais il faut leur dire que cette Europe libérale à la Macron, ou cette Europe forteresse, vous voyez, où on va clôturer, où on va construire des murs, tout ça, c'est pas l'avenir. Parce que ça va conduire à une guerre commerciale, à une guerre peut-être même physique au niveau des gens. Donc voilà, moi je suis vraiment pour un discours en disant transformons l'Europe. Mais pour ça, il faut qu'ils nous entendent, parce que si on n'a pas une majorité au Parlement, vous voyez, pour cette Europe de transformation, on n'aura pas un président de la Commission européenne qui sera issu de cette mouvance-là. Si on a encore des conservateurs, comme on a à l'heure actuelle, ils sont pour laisser-nous faire. On est une minorité, on a l'argent, on sait penser pour vous. On va continuer ce comme mépris et ce déni. Et alors là, vous voyez, il y a déjà un arc alpin là, qui est en train de bouger sur le nationalisme. Là, ça va être pire, parce que ça va être un refus de l'Europe de l'ensemble des peuples. Donc là, on a une ouverture à faire, tous ensemble, là, parce qu'on est quand même sur des points communs. Mais il faut réenchanter cette Europe. Il faut vraiment se bagarrer pour qu'au Parlement, il y ait une majorité vraiment progressiste qui remette en question ce modèle hyper libéral. Virginie Rosière, voilà, l'Europe, oui, mais pas celle-là. C'est ce que vous allez essayer de faire passer. Ça va être toute la difficulté de cette campagne des Européennes, où on voit bien qu'on a un intérêt réciproque, bien compris d'ailleurs, entre ceux qui vous disent l'Europe ne va pas, il faut plus d'Europe, il faut la détruire, il faut la supprimer, et puis ceux qui vous disent si vous êtes pour l'Europe, vous êtes pour l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, et vous êtes pour l'Europe que moi je continue, je perpétue, qui est la position, effectivement, comme le disait Michel, de Macron. Il se fait le champion des pro-européens, très bien, mais pour quel projet européen ? Celui qui est aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir, par exemple, à la fin du mois, quelle va être la position de la France sur justement l'accueil des réfugiés. Le Parlement européen, ici, on a dit, on ne peut pas continuer à faire peser la responsabilité de l'accueil sur les pays d'entrée, donc sur l'Italie et la Grèce. Ça dure ce débat en plus, ça dure depuis longtemps. C'est insupportable, on ne peut pas laisser ça comme ça, on a besoin de mettre de la solidarité dans cette responsabilité humanitaire qui est la nôtre, d'accueillir les réfugiés qui viennent en Europe. Et ceux qui vous disent on va fermer les frontières et il n'arrivera plus personne sont des menteurs. Les mouvements de population font partie de l'histoire de l'humanité, font partie de l'histoire de l'Europe. On peut faire tout ce qu'on veut, mais de toute façon, ça fait partie des choses avec lesquelles nous devons faire. Et après tout, 500 millions d'Européens, on peut bien accueillir aujourd'hui les réfugiés qui arrivent sur notre sol. D'autres pays plus proches des zones de crise en prennent une part beaucoup plus importante. Donc on
en est tout à fait capable. Simplement, c'est une question de volonté politique pour mettre des moyens décents, pour les accueillir de manière décente et pour faire en sorte justement que les troubles à l'ordre public, tels qu'on peut en voir quand on a des camps qui s'installent de manière totalement, dans des conditions terribles, soit ça ne se produise pas, qu'on mette à l'abri correctement les réfugiés. Mais moi, je voudrais savoir ce que dit la France. Est-ce qu'elle dit qu'il faut effectivement partager la responsabilité, mettre en place de la solidarité dans cette responsabilité, ou est-ce que, comme on en a l'impression, elle dit ah ben non, on va faire ça uniquement de manière dérogatoire, mais la règle reste que les réfugiés résident dans le pays où ils sont entrés dans l'Union européenne. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, la position de la France, c'est ça. Donc moi, je voudrais qu'on y voit clair, parce que c'est facile de dire que c'est le droit international et le droit européen et que la solution doit être européenne, mais que fait la France pour mettre en place une solution européenne? Alors, de la même manière, sur le budget européen, parce que si on veut mettre en place justement de la solidarité européenne et des moyens communs pour accueillir, il faut qu'on ait un budget européen. Mais paradoxalement, le projet de budget pluriannuel qui a été présenté pour mettre en place des vraies politiques européennes, pour faire en quelque sorte ce que les gouvernements disent, eh bien, le cadre financier pluriannuel, en fait, est un budget en diminution qui nous a été présenté. Et on est là dans toute la contradiction des États membres. Et là, encore une fois, le gouvernement français ne fait pas exception, qui demande beaucoup à l'Union européenne, mais lui donne encore moins pour faire ce qu'il lui demande. Donc moi aussi, je voudrais savoir quelle va être demain la position française sur le budget européen. Est-ce qu'on sera prêt à y mettre correctement les moyens? Vous êtes d'accord avec ça, Patrick Le Gary, que politique européenne et politique nationale, ça va forcément un peu, parlons de la campagne française là, ça va forcément un peu être à l'ordre du jour? Il y a forcément une imbrication, puisque souvent on décline des choix européens dans le droit national, mais autour de la table au Conseil européen, il y a le chef de l'État français qui pèse quand même beaucoup. Et donc ce qu'il montre comme exemple là-dessus, notamment avec la dernière loi asile et immigration, va totalement à l'encontre précisément des valeurs qu'on prétend défendre. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que pendant que les Italiens refusent l'Aquarius, la France regarde ses chaussures. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce débat, parce que dès lors qu'ils rentreraient dans ce débat, seraient mis à nu un certain nombre de problèmes, dont cette question. Le pays d'accueil y supporte tout le poids et nous-mêmes, nous ramenons des gens en Italie et d'ailleurs on les empêche de rentrer, notamment dans les Alpes. Bien sûr. Alors on pénalise ceux qui le font. Je suis allée à Menton à 6h30 du matin voir ce qui se passait à Menton à la police aux frontières. Eh bien, on avait tous les migrants qui venaient d'Italie, on notait leur nom, etc. Et hop, ils repartaient dans l'autre sens en disant on applique la réglementation du plein. Ils ont eu leur empreinte, rentrez etc. d'où vous arrivez. Et sur les mineurs, c'est scandaleux ce qu'on fait en France. Sur les mineurs, ils modifient. Vous voyez, la date de naissance pour qu'ils soient considérés comme adultes et pas mineurs, parce que au niveau des mineurs, on a une réglementation française qui dit qu'il faut qu'ils soient accueillis dans des foyers, etc. Donc, la France a été condamnée à et elle a plusieurs été reprises. Condamnée, le préfet a été condamné 4 fois là-dessus, parce que c'était une responsabilité du département. Donc, manque de solidarité, et puis l'enjeu aussi, c'est le dérèglement climatique. Vous ne pouvez pas dire, à l'heure actuelle, on veut être, et on voit M. Macron en disant, le combat contre le climat, c'est la priorité. On voit qu'on finance les énergies fossiles, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas vivre en Afrique parce que c'est la sécheresse, etc. C'est pour ça qu'on pourra même, vous allez mettre des murs, vous allez mettre des fils de fer barbelés, les gens passeront. Et moi, je reviens du Kenya. Kenya, un camp, 400 000 personnes à Dadaab. Bon, eh bien, il y a des gens qui sont du Sud-Soudan, qui sont d'Érythrée, ils sont accueillis maintenant en Ouganda. En Ouganda, on leur dit, on vous donne une terre et vous pouvez construire votre maison. Ça fait un boom économique. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de penser que le migrant, c'est l'étranger, vous voyez, c'est le terroriste, comme dit le Front National. Le migrant, ça peut apporter, mais seulement il faut que ça soit régulé, il faut que ça soit pensé, il faut qu'on fasse de la formation, de l'intégration. Et ça, c'est ça l'avenir. On ne pourra plus. Moi, je trouve que ce qui manque, et c'est ce que tu dis, on a des gouvernants qui voient à court terme. Si on veut diriger l'Europe, il faut voir à long terme. Et le problème, que ça soit de la migration, du dérèglement climatique, de la protection de la santé, c'est l'avenir. Donc il faut se projeter. Et si on le fait, les gens suivent. Par contre, si on leur dit l'étranger c'est le méchant,
Alors eux-mêmes, déjà qu'ils sont anxieux et inquiets pour l'avenir, eh bien ils le prennent comme tel, c'est le bouc émissaire. Facile. Virginie Rosière, tout ce qu'on dit là, d'accord, mais comment on fait pour imposer des thèmes de campagne? Parce qu'on s'aperçoit que tout ce qu'on dit là ne s'impose pas clairement dans les élections précédentes comme les thèmes où chacun va pouvoir, j'allais dire loyalement, présenter ses arguments. C'est pas ce qui se profile. On s'est aperçu dans les grandes élections auxquelles on faisait référence il y a quelques minutes, y compris les élections au Royaume-Uni, qu'en réalité, à un moment donné, un thème s'impose qui peut paraître totalement marginal. Souvent, effectivement, les questions qui touchent sur l'avenue des étrangers ou l'avenue des réfugiés, des migrants, etc., qui ne sont pas forcément le thème central et fondamental, parce que rappelons-le quand même, l'Europe n'accueille pas des masses de réfugiés, et tout le monde le sait. Dans des proportions bien moindres que les pays du Moyen-Orient, par exemple. Donc, comment est-ce que vous maîtrisez ces thèmes de campagne? Comment vous allez vous y prendre pour essayer de le faire, essayer de faire que finalement ces thèmes ne vous soient pas imposés d'une manière un peu passive et que vous soyez obligé de vous engager sur des chemins qui ne sont pas forcément les vôtres? D'une part, ces thèmes-là, il ne faut pas en avoir peur. Voilà. On les prend et surtout, il faut porter des propositions claires. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans le double discours en disant d'un côté, oui, on est humaniste, et de l'autre, en faisant le contraire. Donc, portons des propositions en conformité avec nos valeurs, mais je pense que c'est ce qu'on fait tous ici autour de la table, et soyons clairs sur notre discours. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on a des dirigeants politiques qui, du coup, se disent il faut suivre l'opinion, donc ils reprennent les mots du Front National aujourd'hui. Moi, je suis choquée de voir dans le vocabulaire du gouvernement une rhétorique qui était celle du Front National, qui l'est toujours, mais qui était qu'on critiquait comme étant celle du Front National il y a quelques années. Mais donc, imposons aussi nos propres thèmes. Simplement, ceux d'une Europe qui met en place une véritable solidarité en disant que si on veut obtenir la protection sur notre santé, si on veut maintenir la capacité à avoir accès, par exemple, à une alimentation saine, à ne pas s'empoisonner quand nous mangeons, à avoir des conditions de travail qui soient correctes, qui soient respectueuses de la dignité humaine, c'est des choses qu'on ne pourra imposer à l'échelle du monde que de manière coordonnée au plan européen. Mais ça veut dire dégager une majorité politique qui porte ce projet européen-là. Aujourd'hui, ce projet, il est minoritaire. C'est pour ça qu'on a tant de difficultés. Même si, à force de combat, on arrive à avoir quelques avancées, mais elles sont insuffisantes et elles sont trop lentes. Si on veut accélérer le mouvement, effectivement, il faut donner à ce projet-là les moyens d'exister. Mais encore une fois, si on veut être audible, je pense qu'on a intérêt à se rassembler entre ceux qui portent, malgré, en dépit de nos nuances, qui portent un projet au fond de même nature, qui est un projet de solidarité, un projet respectueux de la nature, de l'environnement et de l'humain. Et ce sera le défi pour nous, parce que moi je vois venir aussi sur l'après 2019, on l'imagine tous, une montée potentielle de l'extrême droite, parce qu'arrêtons de les appeler des europhobes, ce sont des gens d'extrême droite, et une droite conservatrice qui le devient de plus en plus, qui s'éloigne beaucoup de la démocratie chrétienne pour devenir une droite extrêmement dure. Et demain, je ne suis pas sûre que le compromis qui se dégage se fera entre les représentants d'une pro-européen, mais pro-européen pour une Europe sociale et écologique, et puis les représentants d'une Europe libérale et dérégulatrice, mais peut-être entre des conservateurs et l'extrême droite. Et si on veut empêcher ça, on doit aussi arriver à convaincre les électeurs de nous permettre de faire contrepoids et de porter ce projet alternatif. Vous l'avez dit, ce sera difficile, mais je pense que, comme dans beaucoup de cas, c'est l'union qui fait la force. Et c'est pour ça que moi, j'appelle vraiment au rassemblement de toutes les forces pro-européennes de gauche pour porter un projet commun. Se rassembler, Patrick Le Yarrick, vous êtes d'accord avec ça? Et j'allais dire, on fait comment une fois qu'on a dit ça? Il faut d'abord une volonté, puis ensuite, il faut peut-être que les électrices et les électeurs des différentes forces politiques de gauche et de l'écologie parlent, se fassent entendre. Parce que dans le cas des élections européennes, le débat ne peut pas être celui de savoir quels seront les 10 premiers sur la liste ou les 4 premiers sur la liste. Ça a son importance, certes, mais du point de vue de l'intérêt général, ça n'a pas beaucoup d'importance. Or, quand on est dans une situation comme celle-ci, de montée de forces de droite extrémisées et d'extrême droite, il y a quand même péril en la demeure. Dans certains cauchemars, on peut penser qu'ici, jusqu'au milieu de l'hémicycle, ça peut être demain de l'extrême droite et une autre partie de la droite. Et après, les forces de gauche de l'ensemble de l'Union européenne, quelles qu'elles soient,
peuvent se trouver, Laminées. évidemment, et peuvent se reclasser entre elles. Mais ça, c'est un jeu qui ne sert pas les peuples. S'il n'y a pas la diversité de la gauche bien plus forte qu'elle n'est aujourd'hui, eh bien, il y a du mouron à se faire pour les droits humains, les droits sociaux, pour l'environnement. On voit bien déjà aujourd'hui, dans le rapport de force tel qu'il existe, on voit bien qui est à l'œuvre, qui tire les ficelles par derrière quand on a réglé un problème. Je reviens au glyphosate. Quand on a réglé une question comme celle-là, eh bien, tout de suite après, on essaye de passer l'éponge sur le tableau et les gouvernements nationaux essayent de s'en arranger, etc. Parce qu'il y a une pression forte des milieux économiques. Et donc, ça pose la question, pour intéresser les gens, de quel contenu de la construction européenne, c'est quels intérêts elle sert et elle protège quoi. On ne peut pas nous dire qu'elle protège quand les gens ils se sentent de plus en plus fragilisés. Quand on signe, on n'a jamais signé d'autant de traités de libre-échange, c'est les portes et les fenêtres ouvertes. Est-ce que c'est, on dit, maintenant on a inventé ce mot pilier social de l'Europe, mais en France, qui peut défendre un pilier social alors qu'on détruit le socle social que nous avions, les droits sociaux que nous avions. Et on peut comme ça multiplier les exemples. Donc si on n'a pas une Europe qui se met clairement au service du monde du travail, des retraités, au service d'un autre avenir pour la jeunesse, et il y a quand même beaucoup d'inquiétudes à avoir. Et je crois qu'il faudrait un débat autour de ça. Péril Ladmer, Michel Rivasi, quel est le scénario que vous faites, vous, quand même bien sûr, vous y pensez, des résultats de ce que pourrait être ce panorama après les élections européennes dans un an? Comment vous voyez les choses? Alors, on vous demande pas de faire des j'avoue pronostics, mais de voir comment, ce sur la qui est base dit. de ce que vous analysez. Moi, j'entends rassembler. J'y crois pas. J'y crois pas parce que je trouve que ces élections européennes, les gens doivent avoir le choix de plusieurs projets. Il y a plein de choses qui nous rassemblent ici. Et qu'ensuite, il va falloir changer la majorité de ce Parlement. Il va falloir changer la majorité de la Commission. Mais il faut laisser le choix aux gens par rapport à des axes prioritaires de chacun d'entre nous. Et on a... vous voyez, c'est vrai que moi, pour moi, c'est l'écologie politique qui est capitale. Et que dans l'écologie politique, bien sûr qu'on y met la migration, bien sûr qu'on y met la solidarité, bien sûr qu'on met l'harmonisation fiscale, sociale, etc. Mais vous voyez, tout doit être décliné en fonction de qu'est-ce qu'on veut sur le bien-être des gens et la sauvegarde de la planète. Bon, la démocratie sociale, vous voyez bien que elle ne sait pas où elle est. Alors, d'un coup, elle était très sur le social, après sur le libéral, maintenant elle est très sur le libéral. Enfin, et d'ailleurs, on voit comment elle recule, parce qu'elle n'apporte pas ce que les gens pensent. Donc moi, d'un point de vue stratégique, je pense qu'il peut y avoir plusieurs partis ou des partis qui se rassemblent, mais il faut quand même qu'il y ait un éventail, parce qu'il faut faire voter les gens. Vous voyez, moi, ma hantise, c'est que de plus en plus de gens ne font plus confiance aux politiques et disent « à quoi ça sert de voter ? On ne va plus voter ». Donc ceux-là, il faut les remobiliser. Et donc il faut qu'il y ait une diversité. Qu'ensuite, au niveau, quand on va être réélu, qu'on se dise, voilà, là il faut s'unir parce qu'il y a l'enjeu du président de la Commission, il y a l'enjeu, si vous voulez, au niveau Eh bien si, parce que de la majorité des pays après, on a à l'heure actuelle des chefs de gouvernement qui suivent, si vous voulez, les sondages, ce qui est fait dans les autres pays et qui vont dans le sens de l'isolement, du fait du nationalisme, etc. Si on a des petits chefs d'État, on a des petits seigneurs qui ne voient pas, si vous voulez, cette vision et ce chapeau global de comment s'en sortir tous ensemble. Voilà, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour le rassemblement de la gauche. Je trouve que les élections européennes, c'est des élections à la proportionnelle absolue et que là, il faut tenir des discours quitte à avoir des choses communes. Mais c'est pour ça qu'on est ensemble ici. Mais on risque du coup peut-être quand même d'avoir un éparpillement à gauche, tout simplement, quoi. C'est-à-dire est-ce qu'un groupe lui-même, fût les écologistes qui s'en sortent toujours bien, j'allais dire, des élections européennes, parce qu'ils sont clairement identifiés, etc., est-ce que ça va suffire? Mais le problème, des élections européennes n'est pas trop l'éparpillement. Le problème, c'est que l'électorat qui aurait le plus intérêt à aller voter ne va pas voter. C'est ça. Et nous tous ici, plus ceux qui ne sont pas là, on fait tous
tout mouillé quand même, on fait 25 à 26% Voilà, c'est ce des que je voix. voulais vous dire, voilà. Donc, plus on ira diviser, Voilà. plus sera on nombreux à va la dégoûter fin, des gens disent mais on n'a pas une force pour Mais aller. bien sûr. Et ça dans chacun des créneaux. Et malheureusement, ce que je dis n'est pas une bonne chose, mais malheureusement, si la force écologiste recule de trop, si la force qui était anciennement le Front de gauche recule de trop, si les forces de la social-démocratie, voire du social-libéral, reculent de trop, on va se trouver dans une situation extrêmement difficile. Et on ne va pas mobiliser les électrices et les électeurs. Et oui, mais je suis pas sûre que 1 plus 1 plus 1 égale 3. Non, ça vrai. dépend. Ça C'est peut pour ça être, ça que- peut être Mais moins, on ça peut être créer- plus. On peut Oui. créer une dynamique. Eh bien, moi, je me ça souviens dépend, à c'est une vraie Valence, un question de exemple dynamique, concret. effectivement. On était partis ensemble, on a fait moins que quand on est partis séparés, Ouais. on a fusionné après. Où Ouais. À À Valence. Oui, mais ça dépend. Après, Et- ça- et il y a- là- chaque situation est. Valence dans la est- Drôme. À quoi Oui. Mais Et- dans- Sur une mais élection là, municipale. Oui, mais c'est autre oui, chose. mais c'était le Non, même mais discours. après- Non, c'était le même discours. Rassemble-nous pour faire plus. Ici, Les gens ici à avaient- Schiltigheim, ça dépend, ils ont gagné dans l'autre sens. Ça dépend de la C'est-à-dire que- dynamique que tu arrives à créer. Voilà. Là, la difficulté, elle est effectivement que tout ça soit. C'est la question de l'offre politique pour nos concitoyens et d'arriver aussi à montrer l'utilité du Parlement. Mais ça, c'est ce qu'on fait quand Oui, on se retrouve oui, ici. Mais c'est oui. quelque chose qui fait défaut. Moi, j'entends tellement souvent le Parlement, mais après tout, vous n'avez pas servez à beaucoup de rien. pouvoir, vous ne savez pas grand-chose. Alors que c'est pas vrai. On arrive, à force de bataille, à force de combat politique dans cette Assemblée, à faire bouger les lignes. On l'a fait sur la lutte contre l'évasion fiscale. Le chantier est en cours. Il n'est pas achevé, mais on a quand même fait plus. C'est les États qui bloquent. encore Oui, une bien fois, sûr, c'est les là-dessus. États qui bloquent. Ouais. C'est le Parlement qui pousse. Ouais, Et on a fait plus en 4 ans que tout ce qu'il y avait pu se faire pendant les 10 années précédentes. Sur la protection des lanceurs d'alerte, j'espère qu'on va arriver à avoir un texte avant la fin du mandat. On a pu faire barrage aussi, encore une fois, en rassemblant toutes les forces à de gauche fait. à une tentative de dérégulation du marché des services avec le retour du plombier polonais. On a fait échec à cette proposition et on a réussi à sauver l'Union européenne d'un nouveau coup dans le dumping social. Donc quand on se mobilise dans ce Parlement, on arrive à changer le cours des choses. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire percevoir Mais oui, aussi à nos mais électeurs. oui. C'est que nous pouvons porter des propositions qui auront un effet sur le résultat. mais- Il nous reste, on a essayé de le faire pendant 4 ans, il nous reste un an Mais pour, il vous reste une faire petite passer année pour le message, faire, mais on va Patrick tout faire Léhéric, pour. oui. On dit les États bloquent. En vérité, c'est pas le l'État, gouvernement. c'est le gouvernement, Non, le l'État. chef de l'État. Ouais. Si en France, on est dans la situation que disent les sondages aujourd'hui, le parti du président de la République, le parti de l'extrême droite et ensuite le parti républicain, vous voyez bien que ça laisse les mains libres à notre président de la République à la table du Conseil. Si nous sommes capables de renverser ça et de créer les conditions d'une gauche aux alentours de 50%, on n'est plus dans le même scénario. Or, on n'en est pas là aujourd'hui, loin de là. Il nous reste un an. Voilà. Oui, mais là, ça, c'est pas des élections européennes. Là, tu parles du national. Voilà. Mais on si, va- ce sont des élections européennes, parce que vous venez de dire c'est les États qui bloquent. Notre chef d'État, il n'ira pas au Conseil européen avec par exemple, vous parlez d'immigration, il ne va pas venir sur la base de la résolution du Parlement européen, mais sur la base de sa propre loi. C'est ce qu'il va défendre. Et donc on dira dans, je sais pas quand, dans 3 ans, notre État, il a bloqué comme les autres. Mais il a bloqué parce que lui-même, Bien dans sûr. son propre pays, il a un rapport de force qui lui permet de faire ça. Voilà, on va arrêter pour l'instant. En tous les cas, là, je suis en train de m'apercevoir que le débat des élections est parti. Donc, on va le poursuivre, bien sûr, sur l'Humanité et sur l'humanité.fr. On va être Europe pendant 1 an, je crois qu'on peut le dire. Merci à vous d'avoir Merci. participé à ce débat. C'est qui est le premier, mais on va en avoir d'autres dans les 12 mois qui viennent. Et merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt. Au revoir.